Bonjour, nous recevons Serge Bourris. Bonjour. Vous êtes né à Brest il y a un demi-siècle et plus. C'est ça. Et où vous revenez de temps en temps, la preuve, où votre mère habite. Vous êtes professeur de lettres à Paris et vous êtes surtout un passionné de théâtre et vous venez de fêter le 500e anniversaire d'une pièce qui s'appelle Racine dans la Racine. Par la Racine. Par la Racine. Expliquez-moi un peu, d'abord, l'histoire de cette pièce et ce qu'elle veut dire, car il y a une dimension très, très humoristique dans cette pièce. Alors, Racine par la Racine, comme le titre l'indique, c'est une espèce de parcours un peu iconoclaste à travers toute l'œuvre de Racine, qu'on peut qualifier d'hommage fantaisiste. Donc, hommage dans le sens où ça respecte... C'est très scénique. Voilà. Où ça respecte l'auteur et le texte, l'alexandrin, qui est quand même une langue sublime, et fantaisiste dans le sens où... la mise en scène est très créative. Voilà, où on détourne un peu les codes classiques et on en joue. Et c'est important aujourd'hui, finalement, vis-à-vis des jeunes notamment, pour qu'ils apprennent la littérature classique, de se mettre à leur portée, de leur donner des codes d'accès un peu différents. Oui, parce que d'autant plus pour un auteur comme Racine, qui est un auteur exigeant par la langue, par les références mythologiques, l'arrière-plan culturel, que les jeunes lycéens, par exemple, n'ont pas forcément, ne maîtrisent pas, même, je dirais, les adultes aujourd'hui, puisque finalement, Racine s'adressait à un public qui connaissait parfaitement la mythologie grecque et latine, ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui. Donc l'idée, c'était d'essayer d'amener un public qui n'a pas forcément les codes vers cette œuvre, qui est quand même une œuvre magnifique et une des plus belles langues de la littérature française. Alors, vous m'avez dit que le théâtre vous rebutait un peu quand vous étiez jeune homme à Brest, et que c'était surtout le cinéma vers lequel vous alliez. Et heureusement, votre montée à Paris vous a ouvert sur une dimension artistique plus grande. Oui, parce que c'est vrai que j'étais passionné de cinéma et que le théâtre avait... des conventions qui me dérangeaient un peu. Le fait que les gens parlent fort au théâtre, que les gestes sont très emphatiques. Et c'est vrai que le fait d'avoir rencontré des grands spectacles à Paris, des grands metteurs en scène, enfin rencontrés par exemple, par leurs qu'est-ce qui vous a marqué? Par exemple, j'avais vu dans les années 80 le Giorgio Strehler à l'Odéon, l'illusion comique de Corneille, qui était un spectacle absolument sublime. Magnifique, et ça, c'est un spectacle, d'avoir vu les spectacles de Mouchkine, de Peter Brook, qui est pour moi une référence absolue, parce qu'il allie à la fois le caractère populaire et l'excellence artistique. Même quand ça dure 12 heures, comme le Mahabharata. Mais oui, mais Brook, c'est un vrai théâtre populaire et intelligent, et ça, c'est très très rare. Comme Mouchkine, d'ailleurs. Alors, vous arrivez à Paris et vous faites évidemment le cours Florent. Il y a un côté un peu mythique dans le cours Florent. Qu'est-ce que c'est devenu, le cours Florent, aujourd'hui? Est-ce qu'il est toujours incontournable? Alors, je ne pense pas qu'il soit incontournable, parce que d'abord, il y a une multitude de cours qui se sont ouverts à Paris depuis une trentaine d'années. C'est assez impressionnant. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est un cours qui fonctionne essentiellement sur des noms de Florent, Francis Huster, Jacques Weber, Dominique Blanc, qui c'est devenu une énorme entreprise où se côtoient le meilleur et le moins bon, parce que c'est difficile de recruter énormément de très bons professeurs. Donc on rencontre des gens formidables, et en même temps il y a énormément de gens. Voilà. Ça dure 3 ans? Ça dure 3 ans le cursus, c'est ça. Donc vous dites en fait qu'il y a un phénomène un peu aujourd'hui de massification qui a affaibli un peu la qualité de l'enseignement? Oui, et puis je crois que la télévision a fait beaucoup de mal aussi à ce genre de cours, parce que les gens vont dans ces écoles parce que c'est renommé. Mais en fait, ils pensent faire de la TV. télévision. Et ils pensent qu'on peut, en l'espace de quelques mois, devenir un comédien, ce qui est évidemment faux, puisque c'est un vrai métier qui s'apprend, qui est très exigeant. Alors, vous êtes passé du rôle de comédien à la mise en scène, d'ailleurs vous faites les deux, et votre première pièce, donc je ne sais plus en quelle année, c'était Une mouette est une mouette. Là aussi, on retrouve la dimension humoristique de votre œuvre.
Oui, parce que d'abord c'est un peu ma filiation littéraire et artistique. Je me reconnais par exemple dans l'œuvre de Queneau, qui est un très grand, voilà, qui aime le pastiche, qui est admirateur du classicisme et qui en même temps est très moderne dans son écriture. Là, vous parodiez en l'occurrence Tchekhov et un peu de... Oui, un peu Brecht aussi. Enfin, c'était des petites références. Un homme est un homme. Un homme est un homme, voilà. Et La Mouette de Tchekhov. Donc c'était une pièce voilà, qu'on avait montée à Florent d'ailleurs, en 3e année, puisqu'on a un atelier... et qui s'est joué... Qui s'est joué quelques représentations à Paris, qui était une première pièce, on va dire. Alors ensuite... Et on créa la femme. Oui, alors qui a été le premier spectacle vraiment déjà plus abouti et qu'on a... Alors moi je pense au film de Vadim et Dieu créa la femme, mais en fait, vous remontez à la Genèse. Oui, alors c'était l'idée que Dieu d'abord était une espèce de puissance anonyme qu'on appelait On dans la pièce, qui se désintéressait un petit peu du sort des humains, et qui était joué par une femme. Et donc c'était la relation homme-femme, Adam, Ève et le personnage de Lilith lors de la création et de tous les problèmes de l'humanité. C'est difficile de monter une pièce ? C'est difficile, ça demande du temps, beaucoup d'énergie, de ténacité, c'est passionnant, donc la difficulté passe après la passion. Alors, j'ai rencontré, à l'occasion de votre pièce, Racine parle à Racine, un certain nombre de jeunes comédiens formidables d'ailleurs. Oui, formidables. Oui. Et je suis devenu un défenseur des intermittents du spectacle. J'étais jusqu'alors plutôt hostile, puisqu'on considère que c'est de l'argent dépensé de façon... Mais en fait, on pense aux grands comédiens qui en vivent bien, oui. Alors que pour les jeunes, c'est vraiment le seul moyen de sortir de la misère. Enfin, je veux dire, c'est très très dur leurs conditions financières, ils n'ont pas de ressources. Bien sûr, c'est très difficile parce que d'abord il faut chercher beaucoup, il y a peu de rôles qui permettent de gagner de l'argent. On fait beaucoup de choses qu'on n'a pas forcément envie de faire quand on décide d'être comédien, des figurations, on voit des comédiens parfois très talentueux qui sont obligés de gagner de l'argent en faisant des publicités télévisées. Voilà, c'est un peu comme le football, c'est-à-dire qu'on connaît les grandes stars du football et on ne connaît pas tous les petits... Voilà, c'est ça qui... Alors, vous avez monté une compagnie qui s'appelle la compagnie Alcandre. Qui en est à ça 8e année d'existence. Qui tient. Qui tient, oui, qui se développe, parce que en fait... Alors, pour se développer, on pourrait penser que Paris, c'est le nec plus ultra, puisqu'il y a beaucoup de théâtre, c'est quand même une des spécificités françaises. Et en fait, non, il vaut mieux aller en province. C'est-à-dire qu'il vaut mieux parfois, par exemple, pour trouver des subventions, être en Champagne-Ardenne ou en Bretagne. Enfin, je ne connais pas le fonctionnement des subventions en Bretagne, mais c'est vrai qu'il vaut mieux être domicilié dans une région hors d'Île-de-France. Parce que les grands théâtres parisiens, repris parfois d'ailleurs par certains grands acteurs comme Francis Huster, etc., ne sont pas très parfaits jeu. Oui, et puis il y a énormément de compagnies. Mais vous me disiez qu'ils reprenaient la recette quasiment à 50%, donc il ne vous reste plus rien. Oui, c'est très difficile de gagner de l'argent en jouant des spectacles qui n'ont pas une très grande notoriété à Paris, dans les théâtres privés. Ça, Et en fait, l'argent se gagne pour les compagnies essentiellement dans les dates vendues en province ou à l'étranger quand on fait des tournées. D'où la nécessité d'être sur les routes. Et c'est sympa d'être... C'est formidable. Oui, c'est formidable. D'aller à la rencontre du public français dans toutes ses dimensions, dans toutes ses régions. C'est passionnant. Oui, c'est passionnant. Et c'est ça qui crée aussi la vie de la compagnie. Alors, on a une politique culturelle dont on s'enorgueillit en France, même si parfois les budgets sont souvent décrits comme étant à la baisse. C'est un système assez spécifique, différent de ce qui existe à l'étranger, et en même temps qui n'est pas complètement satisfaisant. Vous dites, on met les gens un peu dans des cases, vous-même vous êtes difficile, enfin vous êtes un peu inclassable. C'est difficile. Bon, il y a évidemment les grandes scènes nationales, où là on dispose d'énormément de moyens, mais où il faut déjà avoir une sorte de notoriété avant d'y accéder. Et puis après, il y a les petites compagnies qui vivent de débrouilles et qui financent généralement leurs spectacles par leurs deniers personnels. C'est ce qu'on a fait nous à l'origine. Et qui mettent... la plupart du temps, on dit qu'il faut 10 ans pour monter une compagnie de théâtre. Pour qu'elle commence à générer de... Vous avez l'impression de revenir un peu à la tradition d'un Molière
qui mélangeait les genres. Oui, alors ce qu'il y a de formidable dans le théâtre, qu'il n'y a pas peut-être au cinéma, c'est la notion de troupe. Et c'est vrai que c'est formidable parce que c'est une micro-société et on vit des choses formidables ensemble, des conflits aussi souvent, parce qu'une troupe c'est comme une famille, donc ça génère beaucoup à la fois de passion et de conflits. Mais en même temps, ça crée une espèce de solidarité entre les gens qui est très, très belle, émouvante et qui nous fait vivre des choses fortes. Alors, on vit aujourd'hui une sorte de fracture générationnelle. Enfin, elle a peut-être toujours existé. Aujourd'hui, on en parle. Oui, et finalement, on n'est plus dans le savoir ex cathedra, dispensé, etc. Il faut se mettre à la portée des jeunes, des gens. Oui. Et c'est ce que vous essayez de faire en vulgarisant, finalement. Oui, mais je pense que la vulgarisation, c'est une très belle idée, parce que c'est de mettre à la portée du plus grand nombre les belles choses de notre patrimoine littéraire. Mais c'est très difficile sans tomber dans la démagogie. Enfin, il y a une frontière assez étroite entre des spectacles qui dénaturent un peu l'œuvre de départ ou l'auteur de départ. Et nous, on est très vigilants par rapport à cette question-là, de ne pas tomber dans la facilité, dans la démagogie, pour amener oui, parce qu'il y a quand même beaucoup d'humoristes aujourd'hui qui ne volent pas très haut, si je peux m'exprimer ainsi. C'est difficile, en fait, l'humour et le pastiche, c'est difficile, parce qu'on peut vite tomber dans... Mais ils arrivent à passer à la télévision, dans l'émission de Drucker, et tout de suite, la notoriété, ça coagule, quoi. C'est sûr. C'est ce qui vous manque encore, mais après le passage dans TBO, ça va. Voilà. Alors, vous êtes enseignant, donc pédagogue. Oui. Est-ce qu'il y a une interaction entre vos deux activités et comment arrivez-vous d'ailleurs à les concilier? C'est pas... Ça demande beaucoup d'énergie et de temps libre qu'on n'a pas forcément, mais on le trouve en fait quand on aime faire quelque chose. Alors ce que je trouve intéressant, c'est que ça me permet, moi, dans mon métier d'enseignant, d'offrir une ouverture sur l'extérieur. C'est-à-dire, ce qui pose parfois problème pour les enseignants, c'est qu'ils sont un peu cantonnés dans leur monde d'enseignant. Et le fait de proposer, de montrer aux élèves qu'on est aussi ailleurs, qu'on fait autre chose, ça les intéresse souvent. Vos élèves viennent vous voir? Oui, ça arrive souvent. Ils vous en parlent? Oui, bien sûr, parce que c'est toujours amusant de voir le professeur jouer sur une scène, ça les fait rire. Oui, bien sûr, c'est inattendu, surtout en toge, voilà, des déguisements. Et vous avez des projets? Plein de projets, oui. Là, j'ai le projet d'écrire une comédie noire qui serait une espèce de comédie sur l'éco-terrorisme. C'est-à-dire, en fait, c'est un groupe d'éco-terroristes qui kidnappent l'héritière d'un empire pharmaceutique. Voilà, c'est le thème. Ça me paraît tout à fait intéressant. En attendant, je vous conseille d'aller voir Racine par la Racine. Ça passe au théâtre de l'Essaillon à Paris, derrière Beaubourg. Voilà. Tous les mercredis. C'est tous les mercredis à Paris. Allez voir Serge Boris et sa troupe, sa compagnie de l'Alcandre, c'est ça? Alcandre. Voilà, à bientôt. On se retrouve avec un nouvel invité la semaine prochaine sur TBO et TB Sud. Au revoir.